Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Margot Godon et je suis éditrice chez l'Uni. Alors l'Uni, qu'est-ce que c'est? L'Uni, c'est une société qui est à l'origine de ma fabrique à histoire, ce petit boîtier pour les enfants. Donc c'est un boîtier sans ondes et sans écran qui a pour but de développer l'imaginaire de l'enfant en le plaçant au centre de l'interaction. Donc c'est-à-dire qu'à chaque histoire qu'il va vouloir écouter, il va faire différents choix. Donc par exemple, il va choisir le héros, le personnage secondaire, le lieu, etc. Donc voici pour la petite fabrique. Et pour évidemment suivre l'enfant durant toute sa croissance et également suivre ses différentes envies, on développe donc un catalogue éditorial qui est varié, donc qui est à ce jour composé d'à peu près 200 albums sous la plume de environ 70 auteurs et autrices. Et donc cette année est une année phare puisqu'on fête les 5 ans de la fabrique. Mais ce n'est pas seulement les 5 ans de la fabrique, c'est également les 75 ans du Petit Prince, le célèbre livre classique de la littérature jeunesse. Et pour cette occasion, on a souhaité faire un parallèle entre les deux et produire donc une adaptation originale. Avec un album, donc sous la plume de Fabrice Collin qui est avec nous aujourd'hui, et également via une petite fabrique à histoire en édition limitée que vous pouvez voir juste ici également. Donc Fabrice Collin, que vous connaissez certainement, donc un auteur talentueux et prolifique, spécialisé entre guillemets dans la littérature de l'imaginaire. Donc merci Fabrice d'être avec nous aujourd'hui. Je repose la petite fabrique. Et peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet avec l'album consacré au Petit Prince, peut-être que tu peux nous dire comment tu as connu l'Uni et ton ressenti face à la fabrique et à son utilisation pour les enfants. Alors l'histoire elle est un petit peu drôle parce que l'Uni, moi je l'ai connue à la suite d'un article sur une de vos fondatrices dans Libération et je trouvais l'idée super et je trouvais le design de la petite boîte très intéressant et le concept entrer en résonance avec pas mal de choses que j'aime bien développer moi. Et puis, je crois que c'est à peu près quelques semaines ou mois plus tard que toi, tu m'as contacté pour développer ce projet sur le Petit Prince, qui est un univers que je connais bien parce que j'ai aussi fait des petits livres sur une série télévisée chez Gallimard. Donc, on va dire que toutes les étoiles étaient alignées, quoi, pour qu'on puisse travailler ensemble. Merveilleuse coïncidence. Voilà. Donc tu disais effectivement que tu avais déjà travaillé sur une autre série du Petit Prince, donc j'imagine que tu as un attachement aussi pour l'œuvre classique d'Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince, c'est, je crois, le second livre le plus vendu après la Bible, traduit dans une foultitude de langues. Et c'est un classique atemporel et qui dépasse largement le cadre de la littérature jeunesse, de la littérature tout court. On ne sait pas très bien finalement ce que c'est, cet objet hybride qui est à la fois une histoire pour les enfants, certainement une histoire pour les adultes, un conte philosophique. Moi j'y vois des petits aspects zen aussi. Donc c'est une histoire qui touche tous les publics. Et oui, j'ai, comme tous les adultes et enfants à peu près normalement constitués, une histoire, voilà, grandi avec et à différentes étapes aussi de mon développement intellectuel. Voilà, quand on le lit et quand on a 5 ans, c'est pas la même chose que quand on a 45. Quoi. Tout à fait. Donc tu prêtes ta plume à un nouvel album, c'est une réadaptation originale de l'œuvre, donc ça s'intitule Suzanne et Gaston rêvent avec le Petit Prince. Peut-être peux-tu nous résumer entre guillemets l'album pour le présenter à ceux qui nous regardent? Oui, alors Suzanne et Gaston, c'est des deux petits héros qu'on retrouve souvent dans les fabriques à histoire et qui sont, on va dire, un petit peu les yeux et les oreilles des enfants. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu des personnages positifs, lumineux, passe-partout, plein de curiosité, qui se complètent, qui ont chacun leur petite passion et leur petite marotte. Et c'est vraiment la collusion entre eux et le Petit Prince qui, lui, est dans sa singularité, dans son univers. Et c'est vraiment faire se rencontrer ces deux histoires. On a d'un côté l'histoire du Petit Prince à laquelle il fallait rester fidèle,
qu'on va suivre presque linéairement, mais simplement au lieu qu'elle soit racontée par l'aviateur, qui est toujours présent, mais là qui va être un petit peu en retrait, elle est plutôt racontée et elle progresse par les interrogations de Suzanne et Gaston et par leurs interactions avec le Petit Prince lui-même. Justement, tu parles de deux univers qui sont complètement différents. Est-ce que ça a été un vrai challenge pour toi de réussir à les unifier et à les réunir ensemble? C'est là qu'on voit un petit peu le génie et non, mais de Saint-Exupéry, parce que le Petit Prince, en fait, c'est une histoire atemporelle. Bon, il y a un avion, d'accord, il n'y a pas vraiment de technologie, tout se passe dans le désert, et puis après dans les mondes imaginaires, dans les planètes que visite le Petit Prince. Là, l'astuce un petit peu narrative, c'est de dire que Suzanne et Gaston sont invités par le Petit Prince en rêve sur ces planètes. Enfin, en rêve dans une espèce de niveau un peu semi-onirique, on ne sait pas très bien s'ils y vont réellement, physiquement ou pas, mais l'essentiel c'est que au lieu que ce soit le Petit Prince qui raconte à l'aviateur ces planètes, là les enfants vivent les explorations des planètes en question par l'entremise de Suzanne et Gaston, qui sont presque un petit peu comme des touristes avec le guide qui serait le Petit Prince, et qui les amène de planète en planète avant de revenir sur Terre. Une véritable immersion. Moi, je pense, parce que Suzanne et Gaston, encore une fois, ils représentent la porte d'entrée dans l'imaginaire, et ils sont les yeux et les oreilles de l'auditeur qui découvre par leur entremise un univers qu'il connaît peut-être déjà, mais dont là, il va être beaucoup plus familier, beaucoup plus intime, parce qu'il va avoir cette impression, comme tu le dis, d'immersion, on rentre dedans. Je pense que ça, c'est vraiment un aspect important. Ça crée une vraie passerelle avec... Tout à fait. Et justement, aussi, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, que donc l'œuvre originale, c'est vraiment aussi un conte philosophique qui aborde des thématiques assez importantes, telles que l'amitié, la mort, le temps qui passe, etc. Quel est le challenge en fait pour réussir à mettre ces thématiques à hauteur d'enfant, puisque là, pour rappel, l'album de Suzanne et Gaston avec le Petit Prince s'adresse à des enfants à partir de 5 ans. Donc ce n'est pas forcément évident, j'imagine. Ouais. Alors, le Petit Prince, comme toutes les grandes histoires pour enfants, il y a au moins 2 niveaux de lecture. Et je pense qu'il ne faut pas trop s'embêter avec la symbolique et la complexité ou la dureté de certaines thématiques, et simplement rester au plus près de l'œuvre originelle, raconter l'histoire telle qu'elle est racontée à peu près par Saint-Exupéry, c'est-à-dire se concentrer sur les faits et les péripéties, et je dirais le sous-texte un petit peu symbolique, ou la poésie, la philosophie qui peut y avoir derrière les aventures et les rencontres du Petit Prince, elle est sous-jacente, elle est de façon inhérente à l'œuvre. Donc il n'y a pas besoin de forcer le trait et de vouloir expliquer les choses aux enfants. Et ça, c'est une règle qu'on donne à tous les auteurs de façon générale, c'est montrer plutôt que dire, quoi. Donc on ne va pas insister sur les émotions de un tel ou un tel. Elles sont là, et puis elles sont là aussi par le talent des comédiens qui vont prêter leur voix aux personnages, par exemple, et qui vont faire que l'enfant intuitivement comprendra qu'il se joue parfois des choses peut-être un peu plus complexes ou tristes, ou difficiles à appréhender que ce qu'on lui donne en premier lieu, quoi. Oui, et puis en fonction de ses différentes écoutes aussi, il peut s'imprégner de choses différentes au fur et à mesure et venir nourrir sa réflexion à l'écoute des histoires. Oui, je pense qu'il y a le fait de pouvoir effectivement revenir, réécouter, peut-être même on connaît la difficulté du psychisme humain, et la progression qu'on peut avoir en l'espace de quelques mois chez un enfant. Il peut vraiment changer son mode d'appréhension du monde et des histoires, et c'est pour ça que cet objet auquel il peut revenir sans arrêt
peut effectivement lui permettre un petit peu de façon presque ésotérique de progresser dans l'appréhension de cette œuvre. Mais comme je dirais même des adultes, puisque comme on disait en ouverture, c'est une œuvre qui s'adresse à tout le monde et on ne la reçoit pas forcément de la même façon à tous les âges. Complètement. Et justement, donc là, pour l'album Sur ma fabrique à l'histoire, tu t'es prêté aussi à un autre exercice un peu plus différent de ce que tu fais habituellement, écrire pour l'audio. Est-ce que justement, dans ta rédaction, en fait, tu as ressenti des spécificités, des contraintes, peut-être même, inhérentes à ce format? On en revient un petit peu à l'essence du dialogue. Alors bon, moi j'écris des romans, notamment pour la jeunesse, dans lesquels les dialogues sont présents, mais j'écris aussi des romans pour les adultes, et j'écris de temps en temps des pièces radiophoniques, alors là pour adultes, hein, qui vont être diffusées sur France Culture notamment, et donc c'est un peu le même exercice, ce sont des continuités dialoguées. Bon. Avec quelques didascalies ou quelques interventions de voix off pour préciser un petit peu le contexte, mais on essaye qu'il y en ait le moins possible. Et là, on revient un petit peu à l'essence et à la complexité du dialogue. L'auteur béotien qui se lance, il se dit les dialogues, ça va être très facile parce que finalement, on fait parler les gens, on n'a qu'à se mettre à leur place, et puis on va faire progresser le récit comme ça. On s'aperçoit dans la vraie vie que quand des personnes parlent, le dialogue, il y a aussi de la gestuelle, il y a des regards, il y a des choses comme ça. Le langage du corps. Oui, et puis voilà, il y a beaucoup de répétitions, on va hésiter, ce ne sera pas d'une grande fluidité. Bon. Là, on a besoin de cette fluidité, donc ce n'est pas quelque chose de naturel. Et c'est aussi une façon de faire passer des informations qu'on ne va pas faire passer autrement. Quand on fait une bande dessinée, on va avoir des images qui vont être à l'appui des dialogues. Là, on n'a pas ça, on a en l'occurrence peut-être du son, mais ce qui va passer en premier lieu et ce qui va être important, c'est vraiment uniquement la parole, ce que vont se dire les personnages. Et donc, il peut quasiment rien d'avoir, et on peut pas avoir des choses anodines dans le dialogue. Toutes les phrases qui vont être dites par les personnages font progresser, entre guillemets, l'intrigue. Si je te rencontre dans la rue et que je t'ai pas vu depuis 2 semaines, je vais te dire ça va, tu me dis ouais ça va, bon c'est cool, ah bah ouais c'est cool. Bon, il n'y a pas beaucoup d'informations qui est passée. Quand on enregistre, voilà, mais ça peut prendre 3 minutes. Voilà. Bon. Là, on va avancer de façon beaucoup plus efficace, entre guillemets, c'est-à-dire qu'un dialogue doit donner des informations, soit sur une action qui est en train de se dérouler, soit sur le personnage lui-même, c'est-à-dire son état émotionnel, par exemple, ou des décisions qu'il va prendre, ou sa réaction à tel événement, tel paysage, etc. Donc, je dirais que par rapport à un roman où on peut être dans l'intériorité des personnages, dire ce qu'ils pensent, dire ce qui se passe autour d'eux, là, il faut considérer qu'on a très peu de recours à ce genre de béquilles, et donc il faut vraiment qu'on se concentre sur qu'est-ce qui est dit, de quelle façon c'est dit, il ne faut pas que ça soit redit, il faut que ça progresse, il faut qu'on apprenne des choses. Donc oui, c'est vraiment une écriture particulière, mais je n'étais pas pleinement novice en la matière, heureusement. Voilà. Oui, ça s'est ressenti. Ouais, c'est gentil. Donc c'est un exercice différent, mais un plaisir en fait de pouvoir varier les formats pour toi, j'imagine, et vu que c'est un style d'écriture différent. Moi, c'est ce que je préfère, en fait, je ne devrais pas dire ça, parce qu'en plus le roman français souvent se targue de se passer de dialogue. Il y a une tradition un peu d'écriture à la française, beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons, où le dialogue, par cette espèce de fausse facilité, serait quelque chose de presque un petit peu vulgaire, une facilité qui est complètement trompeuse. En fait, comme on l'a vu, justement, c'est assez compliqué de faire des bons dialogues, mais pour moi, c'est un plaisir, et puis c'est évidemment aussi un plaisir par la suite d'entendre de la même façon. Hein, je parlais des bandes dessinées où on va imaginer des choses et on a un grand plaisir à les voir dessiner. Quand on écrit des dialogues, que ce sont des acteurs qui vont les prendre en charge, c'est toujours une émotion et un plaisir.
Et puis en plus, il faut dire que ça fait aussi progresser, enfin, ça améliore le texte, souvent. Et ça, moi, c'est pas la première fois que je m'en rends compte. Même quand j'ai un texte de roman qui est lu par des comédiens, ça le met à un niveau au-dessus. Voilà, il peut paraître parfois mieux que ce qu'il est si vous le lisez à la maison. Et moi, quand j'écris des dialogues, à un moment, je ne sais plus trop, j'ai fait de mon mieux. Quand ils sont enregistrés, je vois que les gens ont compris ce qui se jouait et donnent un relief supplémentaire au texte. Et voilà, tout le monde est content a priori. Donc on espère qu'on aura l'occasion d'écouter tes textes sur un nouveau format audio alors. Certainement, c'est en préparation. C'est en préparation, super. Donc tu as eu l'occasion d'écouter un peu en avant-première par rapport à nos spectateurs les histoires donc, de Suzanne et Gaston Rêvent avec le Petit Prince. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation sonore? Est-ce que justement c'était à la hauteur de ce que tu espérais ou en tout cas de ce que tu imaginais lorsque tu as rédigé les textes? Voilà, comment tu oui, j'étais agréablement surpris. Je trouve que, enfin bon, c'est pas que je m'attendais à quelque chose de pas bien, je m'attendais je savais pas à quoi m'attendre en fait, et voilà, je trouve qu'il y a un rendu qui est très professionnel, qui est semblable à ce que je peux avoir à la radio. On s'aperçoit que c'est un métier d'être comédien, y compris d'être la voix de quelqu'un. On pourrait se dire c'est facile, il n'y a qu'à lire les textes. Moi, pour avoir déjà essayé de le faire en studio, je sais que c'est très compliqué. Enfin, c'est un vrai métier, au même titre que écrivain ou illustrateur, etc. Alors, les voix, notamment des personnages secondaires, notamment donc les habitants des différentes planètes que vont visiter, voilà. Il y a une espèce de relief, de gravité. Quand il y a le monsieur qui boit, on sent la fêlure dans sa voix, son espèce d'irritation par rapport à son état et à tout ce qui se passe. Et voilà, on arrive à faire passer des émotions à un niveau beaucoup plus important que juste le texte tel qu'il est écrit et tel qu'on le ressent. Donc c'est comme si on gagnait une dimension supplémentaire pratiquement à l'écoute. Et moi, je fais mon métier du mieux que je peux, mais je suis toujours très content quand il y a d'autres métiers qui vont s'adjoindre au mien pour donner une œuvre à quelque chose que je n'arriverais pas à faire tout seul. Oui, et puis en plus des comédiens, il y a aussi le travail de la musique derrière, puisque là sur cet album, il y a eu un équilibre, on a trouvé un équilibre entre l'illustration sonore, donc avec des ambiances de nature, de désert par exemple, mais aussi de la création musicale qui là vient peut-être aussi mettre en avant des périodes de dialogue où effectivement il n'y a pas d'action à part la discussion entre les héros, mais ça permet de mettre en lumière justement ces dialogues dont tu parlais tout à l'heure. Le son, c'est de toute façon très, très important. Il y a un certain nombre de cinéastes qui le savent bien aussi. C'est-à-dire que c'est une architecture et c'est encore une autre façon de susciter des émotions chez l'auditeur. Et voilà, donc ça se joue à en fait une multitude de niveaux. Il y a effectivement la musique, comme dans une symphonie, qui peut amener des émotions ou un relief particulier, ou voilà, mettre la personne qui écoute dans un certain état d'esprit et peut-être commencer à lui faire voir des choses. Voilà, il y a la voix des personnages, il y a les bruitages, avec une certaine économie. Enfin là encore, c'est un métier, c'est-à-dire que tout de suite, dès qu'on entend le souffle du vent ou des pas ou des choses comme ça, ça paraît pas grand-chose, mais il faut que ça soit très savamment dosé et ça amène vraiment l'auditeur dans un paysage sonore qui n'est pas exactement la même expérience que la lecture, qui va stimuler des zones différentes du cerveau et qui procure une expérience unique, quoi. Est-ce que pour terminer, tu aimerais rajouter quelque chose d'autre, Fabrice, sur ce bel album qui est Suzanne et Gaston Rêvent avec le Petit Prince? Quand j'avais travaillé sur la série télé, c'était pas un dévoiement, mais on va dire c'était une extension
de l'œuvre originelle, c'est-à-dire une déclinaison du concept, le Petit Prince flanqué du renard allé sur d'autres planètes, etc. Bon. Et parfois, je trouvais qu'on avait gardé finalement que le côté un petit peu aventure de l'œuvre originelle, en essayant d'instiller quand même une certaine poésie, etc. Mais c'est comme si on ne se fiait plus aux apparences, au décorum, etc. Là, avec Suzanne et Gaston, on revient vraiment au cœur de l'œuvre originelle, puisque moi, pour travailler là-dessus, j'ai vraiment repris le texte de Saint-Exupéry, avec cette fois des citations qui sont reprises in extenso, c'est-à-dire on reconnaît parfois des petits bouts du texte de l'auteur. Le fameux dessine-moi un mouvement. Exactement, enfin des phrases, des répliques emblématiques, il y en a beaucoup. Et donc, c'était un plaisir de revenir au contact de cette œuvre avec le respect qui lui est dû, quoi, et l'émotion. En tout cas, le résultat, ça se ressent en tout cas dans l'écoute. Donc merci Fabrice d'avoir partagé avec nous les secrets de fabrication entre guillemets de l'album. Et peut-être qu'on peut proposer justement aux spectateurs derrière leur écran d'écouter une histoire avec nous. Et si tu veux, on va la choisir ensemble. Super. Alors, allons-y, testons. Alors... Suzanne et Gaston rêvent avec le petit prince. Suzanne et Gaston rencontrent le petit prince. Que vont-ils faire ensemble? Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce qu'on va voyager ou est-ce qu'on discute? Partons pour la discussion. Allez, discutons. Allez. De quoi vont-ils parler? De l'amitié? Alors, de l'amitié. De la beauté de la nature? De la beauté de la nature ou bien... Du temps qui passe? Du temps qui passe. Toujours intéressant le temps qui passe, c'est une vaste question. Allons-y. Et enfin, choisis un objet. Un stylographe. Et donc, on choisit un objet. Donc, le stylographe. Une paire de ciseaux. Ou la paire de ciseaux. Bon, allez, en rapport avec ton métier d'auteur, choisissons le stylographe. Et voilà. Donc, c'est parti. Et donc, je vous souhaite une très belle écoute. Merci à tous. Il s'est perdu dans le désert. Ils sont tous les trois assis au pied de son avion. Le moteur est toujours cassé, mais ils discutent bon train depuis plusieurs heures. Il était émouvant ce coucher de soleil, n'est-ce pas? Dans le désert, ils sont toujours spectaculaires et toujours différents. Et cette nuit étoilée, qu'en pensez-vous? Moi, je n'ai jamais vu autant d'étoiles. S'émerveille Suzanne. Comment ça se fait qu'on les distingue si bien? L'aviateur sourit. Nous sommes dans le désert, à 1000 lieues de toute terre habitée. Qui dit pas de ville, dit pas de lumière polluante, juste des dunes. Rien pour nous empêcher de profiter du spectacle. Suzanne et moi, on rêve d'aller dans l'espace. Ce soir, on dirait presque qu'il suffit de tendre la main pour toucher les étoiles. Dit Gaston en tendant les doigts. Tu as raison. Bon, les nuits sont froides dans le désert. Si on retournait dans l'avion pour dormir? L'aviateur, Suzanne et Gaston dénichent quelques couvertures et s'installent du mieux qu'ils peuvent. C'est amusant de dormir dans un avion qui ne vole pas. Longtemps, dans la grande nuit pleine de silence, ils gardent les yeux ouverts. La lune est haute dans le ciel. Elle éclaire tout le désert. Au petit matin, Suzanne et Gaston se réveillent, des étoiles plein la tête. L'aviateur est déjà dehors et il est en train de parler à quelqu'un. Ça alors, un visiteur, ici, au milieu de nulle part. Un petit bonhomme aux cheveux blonds comme les blés se tient devant eux, chaussé de bottines brillantes et vêtu d'un grand manteau bleu à revers rouge. L'aviateur, qui a posé une feuille de papier sur ses genoux, est en train de dessiner avec un stylographe, un stylo. Bonjour. La voix du visiteur est espiègle, douce comme du miel. Bonjour, Répond Suzanne. Gaston, lui, est trop éberlué pour émettre autre chose qu'un marmonnement. L'aviateur se gratte la tête. Salut les enfants! Comme vous le voyez, nous avons un visiteur. Je vous présente le Petit Prince.
Il veut que je lui dessine un mouton et, franchement, je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. Suzanne est intriguée. Elle s'approche du petit prince. Comment es-tu arrivé ici? C'est la première question que je lui ai posée. Répond l'aviateur. Et pour l'instant, je n'ai pas la réponse. En tout cas, il a l'air de se porter à merveille. Terriblement intrigué, Gaston parvient enfin à articuler quelques mots. Tu n'as pas faim? Soif? Tu es perdu? Non, non. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Répond simplement le petit prince. L'aviateur tire la langue. Autour de lui, plusieurs feuilles de papier chiffonnées, ses précédentes tentatives, sont éparpillées dans le sable. Moi, ce que je sais dessiner, ce sont les boas. J'ai commencé par un boa qui avait mangé un mouton. Ingénieux, non? Mais apparemment, ça ne convient pas à notre ami. Ce n'est pas très grand chez moi. Je n'ai pas la place pour autre chose qu'un mouton. Suzanne et Gaston sont curieux. Ils aimeraient en apprendre plus sur ce petit bonhomme qui doit avoir le même âge qu'eux. Elle est où, ta planète? Le petit prince sourit à la fillette et pointe un doigt vers le ciel. Loin d'ici. Gaston secoue la tête. Je ne comprends pas comment tu es arrivé dans ce désert. Est-ce que tu as utilisé un engin spatial? Un quoi? Non, je suis venue, c'est tout. On m'a dit que la Terre était un endroit très intéressant à visiter. En tout cas, c'est bien plus grand que chez moi. Et je suis heureux parce que je rencontre plein de gens. Chez moi, je me sens souvent seule. Un mouton, ce serait bien. Il me tiendrait compagnie. Pendant que les enfants discutent, l'aviateur continue de dessiner. Il s'applique. Mais ses essais ne sont pas très convaincants. L'un de ces moutons a l'air tout triste, un autre un peu malade. Le petit prince secoue la tête. Il semble savoir précisément quel genre de mouton il voudrait. Mais il n'arrive pas à l'expliquer. Ou bien il préférerait que l'aviateur trouve tout seul. Celui-ci a des cornes. Dit Suzanne, penchée au-dessus de l'épaule de l'aviateur. C'est plutôt un bélier. Gaston sourit au petit prince. Pourquoi est-ce que tu veux un mouton et pas autre chose? Pourquoi est-ce que je voudrais autre chose? Un mouton, ce n'est pas très embêtant. Et pas féroce du tout. Comme je vous disais, chez moi, la place manque. Je ne pourrais pas accueillir une girafe. Encore moins une baleine. Il y a de l'eau chez toi? Une mer? Un lac? Oh non, la seule eau qu'on trouve, c'est celle de mon arrosoir, quand je m'occupe de ma fleur. Tu as une fleur aussi? Le petit prince hoche la tête. Je peux vous faire visiter ma planète si vous voulez, mais seulement la nuit. Pourquoi la nuit? Demande Suzanne, intriguée. Parce que c'est la nuit qu'on rêve. La nuit, tout est possible. On peut voyager sans risque à l'infini. L'aviateur se racle la gorge. Il tend une feuille au petit prince. Voilà, je t'ai fait une caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Contre toute attente, le petit prince a l'air très satisfait. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Mais il se pose tout de même des questions. Il se demande si ce mouton aura besoin de beaucoup d'herbe. Et puis, il faudra qu'il trouve le moyen de lui donner à boire. Mais peut-être que c'est un mouton qui ne boit pas beaucoup. Comme un chameau. S'exclame Gaston. Les chameaux font des réserves. Ils peuvent vivre longtemps sans boire, des jours et des jours. Nous, les humains, c'est plus compliqué. Notre ami l'aviateur n'a à boire que pour 7 jours. Autant dire que le temps presse. Il va devoir bientôt quitter le désert. Le petit prince contemple son dessin avec mélancolie. J'ai compris. Nous allons partir sans tarder. Que diriez-vous d'une petite sieste?